Ma femme et moi, nous étions leurs enfants, ses enfants à elle, parce que musicien, elle avait de la musique, etc., etc. Mais bref, je dis bon, l'histoire de la diaspora juive, nous la connaissons tous. Il y a des milliers de documentaires tout le temps. Par contre, la tragédie d'un peuple qui n'a pas droit à exister, c'est une chose qu'on connaît très peu. Et on en parle très peu. Parce qu'il faut aller, comme vient de dire notre invité d'Israël, il faut aller et voir et après témoigner dans le monde entier la misère qui vit ce peuple. Et la prestation à l'UNESCO, c'était à la fin de m'adresser aux pays européens. Je le disais, est-ce que vous imaginez la Suède, par exemple, occupée? Comment vous feriez, les Suédois? Ou la France? La France a été occupée par le nazisme. Alors, essayez de comprendre que ce peuple vit occupé depuis très longtemps. Et l'État d'Israël s'en fout absolument de la quantité de décisions, des conseils, des ordres même, pour l'existence de deux États à part entière, et ils s'en foutent. Donc, le pire que nous pouvons faire, c'est de rester immobile. Alors, quand je suis rentré de la première tournée, de la première intifada, j'ai connu Arafat. Parce que lui, Rabin et Shimon Peres avaient eu le prix de la paix de l'UNESCO, qui souvent est la préface du prix Nobel. Et j'étais impressionné par la façon dont Arafat parlait. Il avait embrassé ses deux collègues. Il nous dit au public, tous les trois, nous sommes des enfants d'Abraham. Et ici, il manque l'aspect chrétien. Je marié une chrétienne et je ne rate jamais la messe de minuit le 24 décembre à l'église de la Nativité. Alors, après ces cérémonies, le directeur de l'UNESCO, Federico Maggiore, un très grand humaniste, j'étais son premier ambassadeur de bonne volonté à l'époque. Il est impressionnant, c'est qu'Arafat me dit bon, je vois que tu es très enthousiaste, tu veux manger avec eux, avec tous les trois. Je dis évidemment. Alors, je leur dis que j'ai envie de créer un orchestre avec des chrétiens arabes, des juifs et des musulmans arabes du Moyen-Orient. Alors, à la fin, on m'avait dit c'est une idée magnifique. Mais il sera très difficile dans certains pays arabes tu penses appeler comment cet orchestre? Je dis l'orchestre Salam Shalom. Mais tu vois, en Irak, tu ne pourras pas dire le mot Shalom. Tu ne pourras pas dire le mot Israël, tu ne pourras pas dire le mot juif, etc. Mais parle toujours des enfants d'Abraham. Ça, tout le monde comprend. Alors, le premier pays auquel je suis allé, c'était l'Irak. J'ai conquis 3 musiciens pour l'orchestre, déjà dans les années 90. Et Federico Maggiore avait l'idée de faire, au milieu des années 90, un mouvement au sein de l'UNESCO qui s'appelle Musique et Paix, pour préparer une autre culture pour les années 2000. Et il m'avait demandé de mobiliser une trentaine de très grands musiciens du monde entier. Alors j'avais proposé 8 programmes pendant 3 jours de séance à l'UNESCO
Donc, l'orchestre pour la paix, Shalom Shalom, et la formation des musiciens sociaux, des artistes sociaux, parce que ça c'est un autre terme passionnant, mais nous les artistes nous sommes formés pour faire carrière, pour être riches, célèbres, etc. Tout ça qui n'a aucun intérêt spirituel, qui n'a rien à voir avec nos couilles, parce que les couilles c'est des serres musiques qui tombent libres. Alors, dans l'expérience sociale que j'ai toujours menée avec mon enjeu, Musique Espérance, etc., dont l'orchestre pour la paix en fait partie, et nous préparons la prochaine tournée du mois d'octobre prochain, mais je vais finir peut-être en vous racontant une des histoires que nous avons vécues. C'est dans l'orchestre des jeunes, magnifique, qui est devenu une famille, qui s'adonnent entre eux. Il y a même des couples qui se sont formés, des couples mixtes. L'un des chefs, qui est au fou, lui, marocain, musulman, amoureux fou d'une fille juive russe. Ils se sont mariés, ils ont un enfant, etc. Mais ils viennent jouer à l'UNESCO ou à Saint-Clément ou à Luxembourg ou à Bruxelles, etc. Mais je les amène aussi dans nos prisons, dans les cas monde de la communauté européenne. Et je me réalise le vendredi, quand il y a un concert le vendredi, à la fin du concert, un dialogue avec le public. C'est-à-dire que le public, un vendredi soir, comme samedi on ne travaille pas, il peut dialoguer directement avec les musiciens qui viennent du Moyen-Orient. C'est une histoire passionnante. Donc, une fois, les universités de Bretagne m'ont dit nous avons une idée un peu folle, mais de proposer de faire 9 mois de mobilisation bretonne autour de la paix et faire participer à des enfants de 4 ans, 5 ans, jusqu'aux gens de 80 ans. Et toute la vie associative, etc., très bien. Et on s'est mis ensemble, la mairie de Rennes, et toute la vie associative bretonne. Et pour les 8 derniers jours, l'orchestre était invité pour une journée de musique toute la Bretagne, sous forme de duo, de quatuor, de tempête, etc. Et des invités qui avaient vécu la Shoah, enfin toute forme de répression et de discrimination dans le monde, étaient enfin des personnalités étaient invitées. C'était une chose fabuleuse. Surprise, la veille de la femme, pour la première fois de l'histoire bretonne, la communauté juive de Bretagne va à une mosquée. Non seulement visiter la mosquée, mais chercher des cadeaux pour nos frères musulmans. Retour de l'ascenseur le lendemain, la femme, la communauté musulmane organise un grand couscous, invite leurs amis, leurs frères chrétiens et juifs, nous remplissent de cadeaux, etc. Ce sont des choses qu'on peut faire. Des surprises même, parce que je n'attendais pas à toucher au bout de 9 mois cet événement historique. Voilà. Vous avez compris, ce n'était pas tout à fait un sujet qui est dans le fil de la recherche, mais c'est très utile de montrer une approche présentée d'une façon très personnelle, très humaine, très chaleureuse. Et merci Miguel pour ça, mais je ne doutais pas de la qualité de ton intervention. Merci. À les concerts, un jour, c'était à Dijon. Et c'était la Roche Chane. Alors, je voyais les musiciens, surtout les Égyptiens, et très inquiets quand je cherchais une chose.
c'est écouter les enfants. La musique, c'est l'esprit, non seulement les talents, mais l'esprit. Donc, du calme. Je vois courir dans la rue un autre. Tu verras papa, tu verras plus tard. Alors, c'était la nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait des pommes et du miel. Donc, après le concert, le maître, qui est une femme de juif, avait offert un cocktail, etc. Et les Égyptiens se sont amenés avec des plateaux, avec des rondelles de pommes et des gouttes de miel, qui est un rituel juif très ancien, pour souhaiter une année bonne et douce. Voilà. C'est plein de choses qu'on peut arriver à provoquer, tout simplement par ça. Pierre Galland et Franck Barra viennent de nous rejoindre. Alors, je passe la parole à Pierre Galland, qui est coordinateur général du comité organisateur international du tribunal Russell sur la Palestine. Bonjour, et c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Alors, puisque Miguel n'a pas voulu parler des peuples indigènes en Amérique latine, j'ai envie d'en parler un peu. Simplement, je vais vous rappeler une histoire. C'est celle d'un grand commandant de la révolution sandiniste. Et il m'a fait penser, Miguel, à Thomas Bord. Et un jour qu'on le voyait, comme ici, dans une réunion comme celle-là, qui était celle de tous les militants qui voulaient soutenir cette révolution parce qu'elle avait du sens, parce qu'elle était conduite par une jeune équipe de gens extraordinaires qui renversaient une dictature de plus de 40 ans. Et alors il nous a dit, vous savez, la solidarité, c'est la tendresse des peuples. C'est à ça qu'il me fait penser. Alors, moi, on m'a demandé non pas de parler de l'Amérique latine, en effet, on m'a demandé de parler un peu du tribunal. Et parlant du tribunal, je vous dirais, en fait, je ne sais pas ce qu'on a dit avant moi, parce que je suis arrivé pendant qu'Ilan Mbappé parlait, donc je ne sais pas ce que Christian nous a déjà expliqué. C'est un secret. Voilà, alors, en deux mots, d'abord savoir d'où vient cette idée, parce que ce tribunal Russell, il avait eu lieu en 1962 avec Jean-Paul Sartre sur le Vietnam, et puis on s'était réunis à Bruxelles et à Rome une deuxième fois avec le tribunal Russell sur les questions des crimes commis par les dictatures latino-américaines à l'encontre de leur propre peuple. C'est donc chaque fois pour étudier des non-droits et essayer de faire progresser nos droits sur des matières qui étaient censées essayer de défendre les droits des peuples. Et finalement aussi, voilà, on se retrouve en 2004 avec, souvenez-vous, ce vote des Nations Unies, on est le 17 juillet, et l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte une résolution extrêmement précise, claire, sur le mur qui était en train d'être construit, et que les Nations Unies avaient eu le mérite d'observer à partir de leur satellite, parce qu'ils avaient un satellite, et ils s'inquiétaient de voir l'extension de ce mur qui prenait des formes tout à fait intolérables par rapport aux droits des Palestiniens, puisque le mur était construit la plupart du temps dans les territoires palestiniens, et était, en ce sens, une privation de liberté pour les Palestiniens. Et donc, l'Assemblée Générale adopte une résolution qui condamne le mur, qui exige le démantèlement du mur, qui exige qu'on indemnise les Palestiniens qui ont été victimes de la construction du mur, et qui ajoute en plus que les États doivent intervenir pour faire en sorte que ce soit mis en œuvre. Et tous les Européens, unanimes, votent. Gentiment, ils votent. J'étais à ce moment-là, moi, un sénateur belge. Et j'étais aux Nations Unies. Et j'entends le représentant de la France, à la sortie, dire à l'ambassadeur d'Israël, vous en faites pas, on a convenu de ne rien faire. C'est là que commence la démonstration de ce que je vais vous dire. C'est que nous vivons dans une communauté internationale qui est souvent parfaitement hypocrite. Et après ça, bien, il se fait que
j'avais de très bons rapports avec mes amis de la FPS, en particulier avec Bernard Ravenel, et on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses en l'état, on doit absolument pouvoir réagir, et c'est là qu'est né petit à petit, que c'est finalisé, l'idée de rappeler un tribunal populaire qui pourrait réaffirmer quels sont les droits qui sont violés, non pas par Israël, tout le monde les connaît, toutes les résolutions des Nations Unies, vous allez sur n'importe quelle liste des Nations Unies et vous verrez toutes les violations commises par Israël depuis 1948. Ça, on sait. Et pour qu'un pays puisse se permettre d'être hors la loi et de violer l'ensemble de ces résolutions, il fallait quand même quelque part qu'il y ait des causes. Et finalement, c'est ça que le tribunal a voulu étudier. Mais quelles sont les complicités et les manquements qui font que aussi bien les États et les grandes institutions internationales se rendent complices des crimes commis par Israël et des manquements commis par cet État dans l'occupation, parce qu'il y a déjà les obligations d'un État occupant, mais aussi dans le fait de la colonisation et dans le fait finalement de la privation des droits des Palestiniens. Et c'est ainsi que finalement, après avoir réfléchi pendant des semaines et des semaines, là, Christian était là, on devait discuter pour savoir si c'était un tribunal pour la Palestine ou un tribunal sur la Palestine. Et on a dit non, c'est pas pour la Palestine, c'est sur la Palestine et c'est pour mettre en cause les gens qui sont coupables de soutenir Israël dans l'occupation, dans l'ensemble des crimes qui sont commis. Et c'est ainsi qu'en 2007, on a fini par dire, bon, c'est le tribunal sur la Palestine, et cela, au préalable, en ayant été voir la Fondation Russell et en ayant été voir la Fondation Basso à Rome pour savoir s'ils étaient prêts à nous aider, à nous donner la méthodologie de l'ensemble des tribunaux qui avaient déjà été montés par ces deux fondations de manière tout à fait remarquable, il faut le dire, et ils nous ont donné l'un l'appui sur l'autre, le tribunal Russell, l'autre l'appui en sens que le secrétaire général nous a dit, moi je vais vous accompagner pour tout ce qui est la méthodologie d'un tribunal de ce type-là, parce que nous en avons fait une multitude avec le tribunal des peuples de la Fondation Basso. Donc c'est comme ça qu'on a pu commencer, on a lancé cela pour une conférence de presse à Bruxelles, et elle était très symbolique parce qu'elle était présidée par Stéphane. Il y avait là le président de la Fondation Russell, qui était Ken Coates, qui était un des plus grands leaders du mouvement britannique, de ce qui s'est opposé à tout ce qui était les armements, et en particulier les fameux missiles de croisière qui vont faire la mobilisation populaire absolument extraordinaire en Europe et qui feront qu'on n'installera pas ces missiles à la fin. On les retirera des pays où ils étaient, on ne les installera pas en Belgique, en Hollande et en Italie. Donc on avait gagné, on avait mené un combat, on avait gagné. Et bon, il nous aide, il nous dit d'accord, et il nous donne la possibilité d'avoir accès à son agenda pour faire. Et on crée un comité de parrainage. Et un des premiers qui va nous aider avec Ken Coates, eh bien, c'est Ken Loach. Ken Loach, c'était un beau nom quand même, et il sera là pour présider, pour être là, pour témoigner à la conférence de presse avec Jean Ziegler. Et c'est à cette occasion-là que nous, on se lance, et on dit voilà, on crée un comité, et on lance le tribunal Russell sur la Palestine, dans les termes de ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Eh bien, on commence à réfléchir, mais bon, maintenant, il faut qu'on trouve les moyens de le faire. On se dote d'un comité de parrainage d'une centaine de personnalités internationales qui se mettent toutes d'accord pour nous aider, comme c'est le cas avec toi. Et puis, on se retrouve avec notre comité, et on n'est pas confronté en 2008 à quoi? Ben, vous savez comment, l'opération Gaza, cette horrible agression contre Gaza qui tuera 1300 personnes, qui va laisser handicaper une série de jeunes et de femmes et d'enfants. Et donc, on se trouve là dans une situation qui nous oblige à dire on doit bouger, on ne peut plus attendre. Et on se lance. Le 9 mars, on se lance, on dit voilà, la première conférence, le premier tribunal se tiendra en 2010. Et puis, mois de mars, on est là, on est prêt, et on se retrouve à négocier un peu partout pour savoir comment on va faire, quels moyens on va trouver. Et ce qui est extraordinaire, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est les camarades espagnols, pas espagnols, mais alors, il faut être prudent en Espagne, je veux dire, les Catalanais. Et c'est à Barcelone que les associations militantes pro-palestiniennes, les ONG, etc., vont se mobiliser, vont introduire un dossier du type de ce qu'on avait construit comme tribunal, vont le présenter aux autorités de la ville, vont le présenter aux autorités du gouvernorat, et on va récolter les moyens financiers pour tenir cette première session. C'est assez extraordinaire, avec simplement un groupe qui est très exigeant vis-à-vis de nous, et qui lui avait eu en tête de dire la principale chose sur laquelle on a discuté dès le départ, c'est la question de l'apartheid. Bon, on était un peu pris de court, et alors on leur a dit, attendez, l'apartheid, on va en discuter quand on ira en Afrique du Sud. Parce qu'on avait déjà un petit plan, et on s'est mis d'accord, et on a dit, Barcelone, c'est intéressant, parce que Barcelone, 1995, c'est là que sont signés les accords euro-méditerranéens,
qui pour la première fois vont mettre la Palestine dans le coup, c'est-à-dire les Palestiniens sont dans les États qui participent aux accords euro-méditerranéens. Et c'est la première fois que l'Europe considère que cette entité est recevable comme État au même titre que les autres. C'est très intéressant. Et à ce moment-là aussi, ce qu'il y a, c'est que l'ensemble de la société civile, tous ceux qui militent et qui sont à Barcelone, tous militent pour la centralité de la question palestinienne, sachant très bien, parce qu'on était dans le dialogue euro-méditerranéen depuis longtemps, qu'au fond, le problème fondamental de toute la, finalement, de tout ce qui pourrait être notre vie commune autour de la Méditerranée, ce qui l'empoisonne, c'est bien entendu, d'abord et avant tout, la question du conflit israélo-palestinien. Et que le jour où on a résolu ça, on a résolu un paquet de choses dans le regard que les deux rives se portent l'une vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça qu'on est très enthousiaste, mais on s'aperçoit tout de suite que dès le lendemain de 1995, les Européens, les premiers, vont tout faire pour marginaliser la Palestine. Non seulement ici, d'accord, ils disent c'est très bien, mais dans le même temps, on veut absolument empêcher de dire qu'il y a une centralité palestinienne. Et donc ça nous pousse vraiment aussi à réagir plus vite qu'on aurait peut-être voulu le faire à ce moment-là. On était un peu pressés, mais on le fait. On fait cette première session sur l'Europe à Barcelone. C'était plein de symbolique à cet égard-là. Et on étudie les complicités de l'Europe et on invite les Européens à venir, on invite le gouvernement israélien à venir. Évidemment, on reçoit une belle lettre de la part de M. Barroso, une belle lettre en disant c'est tiens, que les citoyens se mobilisent, faites ça, etc. Mais on ne peut pas venir. De même que Israël ne répond pas, évidemment. Donc, la première session, on a mis une série de chaises vides, c'est-à-dire celle par État, celle d'Israël, celle de la Commission, des chaises vides d'un côté, et puis tout le reste, c'était le tribunal a travaillé. Et il a travaillé avec deux objectifs, toujours. Premier objectif, c'était bien entendu ce qu'a dit la réaffirmation de la primauté du droit international, du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Mais en même temps, il se voulait aussi facteur de mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'il voulait, par son travail, renforcer la légitimité de l'action citoyenne. Et ça, c'était la chose, je peux dire avec le recul, qui a été un des gains les plus extraordinaires, c'est d'avoir réhabilité cette légitimité dans l'action que mène le citoyen lorsqu'il dénonce l'ensemble de ces violations. Et ça, c'est important, même pour vous aujourd'hui en France, quand vous vous battez contre un gouvernement qui a hérité d'une réglementation qui vous empêche, ou qui tente de vous brider sur les actions de boycott, ce que vous allez quand même dépasser, j'en suis sûr, parce qu'à l'époque de l'apartheid, vous pouviez faire du boycott sans que le gouvernement n'intervienne. Rappelez-lui ça, il y a une antériorité. Et donc, il y avait une autre chose, c'est qu'en fait, Sartre, qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il avait lancé le tribunal sur le Vietnam? C'était on doit empêcher le crime de silence. Et finalement, on doit être capable d'accuser les gens qui organisent le silence sur les crimes qui sont commis. Et la communauté internationale, elle s'est spécialisée dans le silence sur les crimes qui sont commis aujourd'hui, non seulement en Palestine, mais dans tant de parties du monde. Et ça, c'est vraiment une obligation citoyenne si nous voulons préserver notre sens des valeurs communes d'une humanité et notre sens des valeurs communes de la construction d'une humanité qui peut vivre en coexistence et en paix. Et donc, on va se mobiliser avec un comité de parrainage, avec un jury de personnalités qui viennent du monde entier, c'est-à-dire des USA, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Irlande, de la France, de l'Afrique du Sud, du Mali et de l'Argentine. C'est quand même pas mal. Et puis, on a mobilisé, pendant les 4 sessions jusqu'à la conclusion, nous avons été capables de mobiliser 80 experts. Des gens qui, dans tous ces pays, et dans le monde entier, travaillent sur la question de la Palestine, connaissent une partie du dossier et que nous sommes arrivés à mobiliser, y compris les Israéliens, y compris les Palestiniens, mais essentiellement des gens qui venaient du reste du monde et qui nous ont sérieusement soutenus pour construire un dossier dans lequel il n'y avait aucun écart par rapport à ce qu'était la norme du droit. Et on reconstruisait par là cette norme du droit. Une équipe de juristes internationaux nous a accompagnés, ça il faut le reconnaître, c'est quand même des choses après qu'on dit c'est quand même formidable d'avoir des types d'un format qui étaient des profs d'UNIF, aussi bien de France, de Belgique, d'Espagne, de Grande-Bretagne, d'Irlande et des USA, qui ont été le comité qui a accompagné tout le jury et qui produisait les conclusions qu'on devait émettre, qui faisait le travail, parce que vous pensez bien, un jury, il est là, il siège, on ramasse des documents, mais pendant la nuit, vous aviez des gens qui, pendant la nuit et toute l'année, faisaient en sorte que nous ayons les meilleures conclusions possibles sur les sujets qui étaient traités, que ce soit l'Europe, les États-Unis, l'ONU, que ce soit en Afrique du Sud, etc. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et cela, nous l'avons eu uniquement aussi parce que dans chaque pays où on était, on avait des comités de soutien locaux.
On a eu des comités extraordinaires en Afrique du Sud, c'était formidable. Ces gens se tapaient de faire des collectes de fonds, etc., pour qu'on puisse arriver, pour qu'on puisse tenir les sessions. Ça a été le cas à Barcelone, mais ça a été le cas en Afrique du Sud, ça a été le cas aux États-Unis, où on a eu l'université à New York, il y a 2 universités qui sont mobilisées, les groupes. Et là, tout à l'heure, tu parlais des Juifs, ben, les Juifs américains, les démocrates Juifs américains nous ont donné un coup de main, c'est pas croyable. Et donc ils étaient là pour nous donner par le biais tous les trucs et ficelles pour savoir comment on pouvait démonter un petit peu l'hypocrisie de tout le système américain. Les religieux aussi, les musulmans en Afrique du Sud ont été notre principal soutien. Quand nous étions aux États-Unis, l'église méthodiste a été pour nous d'un accueil absolument incroyable. Le jour où on a dû faire la conférence de presse aux États-Unis, conférence de presse où on avait la presse du monde entier, conférence de presse qui s'est tenue dans le bâtiment des églises qui se trouvent, mais juste en face des Nations Unies. Ça fait que quand le jury est sorti de la conférence de presse, il n'a eu qu'à traverser la rue pour être accueilli aux Nations Unies et pouvoir faire le transmis, et Stéphane a pu faire le transmis des conclusions devant l'ensemble des ambassadeurs réunis par le Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien. C'est quand même des choses assez extraordinaires, si vous voulez. Et ces méthodistes, ils étaient à fond avec nous, et ils venaient de tenir, peu avant, une réunion, et ils nous disaient, voilà, notre prochaine assemblée, c'est d'engager tous les méthodistes, et il y en a un paquet aux États-Unis, à désinvestir de Caterpillar, parce que Caterpillar détruit les maisons des Palestiniens en Palestine. Et ils ont fait ce vote en assemblée œcuménique de leur religion, quoi. Et ils sont arrivés à le faire, et ils sont en train de le faire. Alors quand on parle du boycott, il est là. C'est comme des gens comme ça, parce que moi je me rappelle du boycott à l'époque de l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec tout d'un coup une église, et c'était déjà l'église méthodiste, qui a dit oui, on va y aller, et on va le faire. Et puis d'autres qui se sont mis en route. Et c'est ça que je veux vous montrer, c'est qu'il y a eu là une espèce de symbiose qui s'est faite entre cette action du tribunal et l'éveil citoyen que les choses étaient possibles. Et c'est un peu ça que je voulais vous expliquer assez rapidement. Je ne vais pas m'appesantir trop sur les résolutions, mais de dire, bon, quand on analyse ces complicités, on rend le citoyen responsable de ce qui se passe, et puis on doit lui donner les moyens de faire après ça l'action nécessaire pour aboutir à changer cette situation. Et donc notre travail, c'est pas seulement d'avoir eu un magnifique tribunal qui est arrivé à avoir des conclusions, mais Franck vous expliquera tout à l'heure comment après, nous pouvons aujourd'hui, munis de l'instrument du tribunal, engager des actions. Et normalement, demain, je dois avoir ici quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Jean-Pierre Cox. Pour Jean-Pierre Cox, souvenez-vous, il a été viré par Mitterrand, ministre de la Coopération, viré par Mitterrand, parce que le ministre de la Coopération, il dit, moi je ne coopère plus avec l'Afrique du Sud, et Mitterrand le vire. On oublie ça. Moi, je me rappelle qu'il va avoir envoyé à l'époque une lettre en disant, félicitations, belle cohérence. Et lui, aujourd'hui, il est un juge à Hambourg, au tribunal international de la mer. Et avec lui, nous sommes en train d'étudier comment on peut, avec les travaux du tribunal, amener le cas de la Palestine et du Gaza en particulier. Aujourd'hui, Gaza, c'est important parce qu'il ne suffit pas de dire on veut la levée du blocus. Il faut qu'on rétablisse dans ses droits la population. Et rétablir les droits des Palestiniens sur leurs propres réserves halieutiques, sur leurs propres réserves maritimes et sur leurs espaces maritimes est essentiel. Alors aujourd'hui, ils ne peuvent pas y aller. Mais on a constaté qu'il y a une petite phrase extraordinaire dans le texte, c'est qu'il peut y avoir un État ou un groupe d'États qui plaide pour un tiers et qui demande un avis à la Cour. Et donc on va construire un dossier pour demander l'avis du tribunal international du droit de la mer. Et qui est-ce que j'ai été voir pour faire ça? Eh bien, la semaine passée, j'étais en contact, j'étais en réunion avec l'ambassadeur de la Ligue arabe à Bruxelles. La Ligue arabe peut le faire. Il m'a dit, on va étudier ça, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et je trouve que c'est important, parce que si eux ne le font pas, on demandera à l'Afrique du Sud, on demandera... Il n'y a pas de problème, on trouvera un partenaire pour le faire. Mais il faut simplement avoir le truc, et puis après ça, on y va, on fonce, et on peut construire. Et bien cela, c'est la nouvelle étape que la solidarité peut construire aujourd'hui, et que vous pouvez construire avec. La deuxième chose, évidemment, c'est que je ne m'appesantis pas là-dessus. Oui, il a raison. On n'a pas, nous, étudié si l'apartheid tel qu'il se produisait en Afrique du Sud s'applique à Israël. On a étudié si le crime d'apartheid est applicable. C'est très différent parce que c'est un appel légal, c'est un crime
définis par les Nations Unies, au même titre que les crimes de guerre, au même titre que les crimes contre l'humanité, et le crime d'apartheid est un crime contre l'humanité. Pour aboutir à pas seulement des déclarations de Desmond Tutu qu'elle sait pire en Israël que chez nous, mais de dire ils sont coupables du crime d'apartheid et ils sont redevables, et on demande la réouverture du Comité des Nations Unies de la lutte contre l'apartheid pour qu'il se penche sur ce sujet. Là aussi, c'est une mobilisation populaire qui arrivera un jour. Donc, c'est de cette manière-là qu'on essaye de travailler. Nous avons eu beaucoup d'obstacles? Oui, beaucoup d'obstacles. Incroyable le silence des médias. Silence complice des médias. Cette grande conférence qu'on a faite à New York, dans un espace où ceux qui étaient là, toute la presse était là. Les meilleurs amis de Stéphane qui vous promettaient demain dans la presse, tu peux avoir tout. Et le lendemain, schnoll, rien. Pas un mot. Pas un mot qu'il n'y aurait pas eu, en dehors de ça, l'intelligence et la force aujourd'hui. C'est ça les nouveaux médias. C'est d'avoir la force de dire, ben, on a fait toutes les sessions en live stream. Ça a donné un effet, parce que pendant les sessions, tous les gens pouvaient dans le monde entier, et on recevait des messages du monde entier qui voyaient la session et qui réagissaient à partir de l'Amérique latine, à partir de là. C'était assez remarquable de voir qu'il y avait une diffusion immédiate depuis l'endroit grâce à ce système qu'on a aujourd'hui. De même que, donc, des livres, regardez ce petit livre, vous connaissez, c'est pas celui de Véronique qui est excellent aussi, hein. Mais celui-ci, c'est celui de Lherme. C'est les éditions Lherme qui, d'un coup, trouvaient que c'était intéressant, qu'il y avait suffisamment de public en France pour dire, ben, on va éditer sur la session, avant même qu'on ait les conclusions, ils voulaient être les premiers. Ils en ont vendu tellement que ça nous a permis de payer une partie de la session des conclusions à Bruxelles. Donc, c'est vous dire, c'est quand même pas mal quand on voit ce genre de choses-là. Mais il y a eu des livres en Allemagne, il y a eu des livres en Angleterre, il y a eu des livres en Espagne. Donc, il y a eu une diffusion parallèle qui s'est produite. Et puis, alors, je vous raconte une toute petite anecdote. Roger Waters, vous connaissez, c'est un membre du tribunal. Pink Floyd, ça, vous savez ce que ça veut dire? Roger Waters, c'est le tribunal. Alors, Roger Waters, lui, il nous dit, écoutez, moi, vous savez, les conclusions du tribunal, bien sûr, il dit, je suis un chanteur, je suis pas un expert juridique et tout, mais je peux faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, fais-moi un message parce que j'ai mon Facebook. Et alors, je dis, ben oui, on va le faire. Et là, lui-même, on fait un message. Et puis, je lui donne le message et je lui dis, tiens, ton Facebook, c'est combien de monde? 1 250 000 personnes. OK? Alors, attendez. Un peu après, il m'a téléphoné, Franck est là, et il nous a raconté qu'il avait persuadé tout son groupe d'être d'accord avec lui qu'il fallait faire des messages. Et vous savez que le Facebook de Pink Floyd, c'est 12 millions de gens. Alors, on rate un journal, parfois, c'est vrai. Mais quand vous avez 12 millions de messages qui passent par un autre biais, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, je tiens à dire aussi, parce qu'on critique beaucoup l'ONU, mais nous avons critiqué l'ONU dans nos travaux, et nous l'avons critiqué sur le fond, c'est-à-dire d'être incapable de faire appliquer ces règles. C'est-à-dire, vous adoptez des résolutions, et on peut dire combien de résolutions ils ont adoptées. Toutes celles qui n'étaient pas sous le veto des Américains sont toutes passées. C'est au Conseil de sécurité qu'elles ne passaient plus. Parce que là, il y avait le veto américain. Et vous savez comme moi que sur une centaine, entre 1972 et 1972, excusez-moi, je suis en France, et 2012, sur 100 résolutions proposées au Conseil par rapport au conflit israélo-palestinien, 41 sur 100 résolutions du Conseil de sécurité général, 41 étaient sur Israël, 41 fois le veto était américain. Et la majorité de tous les vétos américains pendant toute cette période, la majorité sur ça, c'est pour défendre Israël et avant ça, pour défendre l'Afrique du Sud. Ils ont des alliés vraiment, l'Afrique du Sud blanche, hein. Pas celle de Mandela, celle des Blancs. Et donc, c'est vous dire aussi que parfois les Américains feraient bien de changer un peu leur fusil d'épaule. Là-dessus, on a avancé dans le tribunal, et je ne vais pas commencer à vous dire pourquoi l'apartheid, ni d'expliquer longuement ce qu'est tout le travail qui a été fait pour approcher, de dire, quand vous êtes face à un État, dont finalement vous pouvez définir l'ensemble des crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Regardez comment on a mis de côté le rapport Goldstone, que nous avons été lire quand même et qu'on essaie de ramener dans certaines de ses composantes pour réfléchir. Et certains membres de l'équipe Goldstone qui ont fait le travail sont venus témoigner au tribunal, ce qui nous a permis de préciser ce qu'étaient tous ces crimes. Et voyez-vous, on a essayé de savoir, mais quel est finalement, comment est-ce que quand on a parlé de l'ensemble de ces différents crimes qui sont les violations des conventions et des grandes conventions internationales et des grands, quand même,
moments de l'histoire de l'humanité où on a dit ça, c'est un crime contre l'humanité. Le génocide, c'est un crime contre l'humanité, etc. Aujourd'hui, quand on est face à un pays qui fait tout l'ensemble, qui n'est pas accusé d'un seul, mais qui est accusé de tous, et c'est pour ça qu'on a essayé de chercher un mot et qu'on a dit, eh bien, quand vous mettez en œuvre tous ces crimes, c'est pour faire en sorte que ce peuple n'ait pas la capacité de se construire, que ce soit politiquement, que ce soit culturellement, que ce soit sociologiquement, que ce soit économiquement. Et tout le plan, c'est de le déconstruire à tout moment et tout le temps. Et c'est ça l'objectif d'Israël. C'est la déconstruction de tout projet d'un État et d'un futur pour les Palestiniens. Et c'est cela qu'on a appelé un sociocide. Et c'est ça qu'on veut faire avancer, même dans la conception du droit international aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des crimes qui sont pas seulement des crimes particuliers, qui sont des crimes génériques, et qu'on doit aussi essayer de savoir ce que ça veut dire. Et c'est une des contributions du tribunal à l'ensemble de ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il me reste une minute? Il me reste très exactement 7 minutes. Alors, je vais simplement vous dire, moi je voudrais vous rendre optimiste. Non seulement le tribunal a été une contribution pour rendre la légitimité citoyenne. Il faut dire qu'on peut faire plus et mieux ensemble. On a une capacité, si on la structure mieux, de faire en sorte que nous soyons un des éléments qui construisent ce droit pour les Palestiniens et qui lui permettent, pas seulement de le construire, mais de l'aboutissement, sa mise en œuvre. Et alors, quand on regarde un peu, moi je trouve quand même que, premier point positif, c'est quand même quand l'UNESCO tout d'un coup reconnaît l'État palestinien. Moi j'ai trouvé ça un moment clé. Un moment clé parce que c'était d'abord un élément qui était profondément dans le respect de ce qu'était l'identité d'un peuple. Or ce respect de l'identité du peuple de Palestine est fondamental aujourd'hui parce que c'est exactement ça qu'on a essayé de déconstruire. Et reconstruire cette identité à travers une adoption d'une résolution comme celle-là était pour moi le début de quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était nouveau, mais ça n'a pas tardé, puisque un peu plus tard, vous aviez la reconnaissance quand même de l'État de Palestine aux Nations Unies, bien sûr, comme État non membre et observateur, mais la reconnaissance de l'État de Palestine. C'était une étape absolument remarquable sur laquelle il fallait insister et sur laquelle le tribunal a insisté dans ses conclusions. Entre-temps, évidemment, il y avait l'élément négatif, c'est évidemment qu'il y avait eu une nouvelle opération contre Gaza, souvenez-vous, avec là aussi 130 morts ou plus, et c'était la fameuse opération Pilier de défense, qui était une espèce de revanche des Israéliens. Mais le 10 décembre, et je ne sais pas jusqu'où Véronique a expliqué l'enchaînement, mais l'Europe a joué là-dessus aussi un rôle. Le 10 décembre 2012, c'est l'adoption par le Conseil des relations extérieures de l'Europe, de nos ministres, quand même de prendre une décision importante, puisqu'ils décident que tout accord entre l'UE et Israël se limite à Israël. Elle en a parlé, donc excluant, parce que c'est ça qui est important, toutes les activités dans les collectivités territoriales, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour les gens qui font du commerce, et aussi pour les pauvres. Et puis, je trouve que ça c'est extraordinaire, parce que le Parlement, qui lui, pendant ce temps-là, avait voté le gel pour pénaliser Israël quand même, pour essayer de prendre une mesure, avait demandé le gel de l'upgrading d'Israël. Et on s'aperçoit que la Commission, elle, malgré la position du Parlement, et c'est important lorsqu'on va vers les élections de savoir un peu ce qu'on dit à ce Parlement, malgré la position du Parlement, la Commission, elle va faire quoi? De l'upgrading silencieux. Tu as parlé d'ACA? J'ai parlé d'ACA. J'en parle pas. Mais c'est quand même incroyable de voir comment, si vous voulez, ils sont parvenus à tricher pour mettre en œuvre finalement un accord de libre-échange, parce que leur objectif finalement en Europe, c'est faire du business. Et c'est ça qui est leur sang, leur moteur. C'est comment on fait plus de business sans cesse, et s'il faut pour ça écraser les peuples, violer les droits, on s'en fout. Et ça, c'est la réalité sur laquelle on est tous en tant que citoyens obligés de se battre. Et puis après ça, il y a un élément quand même, je trouve formidable, c'est bon, quand même, la Commission elle-même se rattrape à Ashton, sur base de nouveau du travail du Parlement, eh bien, elle émet les lignes, les guidelines, ce qu'on appelle les règles. Et ces règles, de nouveau, je trouve ça quelque chose d'assez important parce que dans la manière dont on est en train de travailler aujourd'hui, et donc on parvient finalement, avec des parlementaires, à faire en sorte que dans des textes, on modifie des parties de textes pour obliger à se mettre en conformité avec une certaine légalité internationale,
Ça me paraît extrêmement important. Et c'était d'autant plus important que dans le même temps, cette Europe négociait les accords 2020 sur les recherches en matière de finance, de toute la recherche. Et s'il y a des aspects qui pour nous sont imbuvables par rapport à nos convictions éthiques, sur le fond par rapport à Israël, c'est incroyable de voir que non seulement Israël est un des pays, on ne sait pas pourquoi, un pays, ne me dites pas pourquoi, je vous laisse deviner, on a donc un accord entre les 27, plus Israël. Parce qu'on fait de la recherche avec Israël, bien entendu. Tous nos pays ont besoin des rôles israéliens. Et donc, on leur met quand même quelques bâtons dans les roues en disant, oui, mais c'est à telle condition. À telle condition, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait contents, et donc, puisqu'ils ne sont pas contents, ils vont commencer à chipoter. Parce que normalement, les règles qui avaient été définies par la Commission et par Ashton, elles doivent rentrer en application maintenant. Et ce qui est impossible pour nous qui faisons du lobby, et on est à Bruxelles, et j'ai une petite équipe qui essaye de faire du lobby, et le Parlement qui nous aide, c'est de savoir en clair où est-ce qu'ils en sont. Et où est-ce qu'ils en sont, c'est de se prendre des pinceaux, parce que les Israéliens, ils sont d'une intelligence, là je vous assure, ils sont forts, c'est de faire comment on fait pour tricher. Alors, ils doivent négocier. La négociatrice, c'est qui? C'est Mme Tipilivni. Intelligent, Mme Tipilivni. Intelligent. Alors, on a dit, pas de coopération avec les entités israéliennes qui sont dans les territoires occupés à Jérusalem-Est, à Cisjordanie, à Gaza. Ok? Mme Tipilivni a mis ses bureaux à Jérusalem-Est. On ne devrait pas négocier avec elle, tant qu'elle ne change pas ses bureaux de place. Voilà. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Après ça, vous avez les Européens qui prennent une position, le lendemain, vous avez John Kerry qui débarque à Bruxelles et dit « Ah, attention, parce que moi je suis en train de recommencer un accord de négociation de la soi-disant paix. » Et vous allez nous empêcher d'avancer parce qu'avec votre mesure, vous êtes handicapant pour Israël. Nous, on était un obstacle pour les accords de paix. Le jour où il va rater, il va dire c'est à cause des Européens. Mais pendant ce temps-là, je veux dire encore dans les aspects que moi je suis positif, c'est un dernier, il s'appelle Geoffrey Feldman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Geoffrey Feldman, mais c'est le représentant de l'ONU à Jérusalem. Et cet homme-là, qui a vu ce qui s'était passé encore tout à fait récemment, lorsque Israël annonce la construction de 1500 logements en plus, tout ça à Jérusalem-Est, et ils ajoutent avec les centres de loisirs, les centres de sport et les centres commerciaux. Imaginez-vous ce que ça peut vouloir dire, parce qu'en plus ils ont décidé de faire ça dans l'espace E1. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'espace E1. Mais l'espace E1, c'est celui qui va faire la fermeture de la continuité, qui va empêcher toute continuité territoriale entre la Cisjordanie, Ramallah et Jérusalem. C'est là qu'ils veulent construire tout ça, pour une fois pour toutes, bien montrer aux Palestiniens que maintenant ils sont peut-être encore dans Jérusalem, mais plus pour longtemps. Du coup, Feldman, il s'inquiète et il commence à calculer ce que les Israéliens ont engagé pendant cette dernière année. Ils ont engagé la construction de 24 000 nouveaux logements en Cisjordanie et à Jérusalem. 24 000. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Feldman termine son rapport et il dit, je l'ai pris parce que c'était quand même intéressant, il dit « Toute négociation relative à une solution à deux États est, dit-il, plus qu'hypothétique dans ces conditions-là. Plus encore, elle hypothèque toute perspective d'autodétermination pour les Palestiniens. » C'est lui qui le dit, et je pense qu'il a raison. Que donc c'est maintenant que nous devons mener ce combat sur cette légalité, légitimité pour empêcher et que l'Europe soit capable. Et cette Europe-là, maintenant, elle va être vachement bousculée, puisque élection européenne, nouvelle commission, etc. Donc, à nous de faire attention, soyons citoyens de ce sujet. Et en terminant, pendant les quelques minutes qui me restent, je voudrais quand même aussi la chose positive pour les droits. C'est quand je regarde le BDS. Le BDS est en route. L'ONU a décrété l'année 2014 année de solidarité avec la Palestine. C'est quand même pas mal. Mais, quand vous entendez quelqu'un comme Nourrit Pellet, je vous lis, elle était avec moi à Rome le 5 décembre dernier. Et elle dit, alors, Nourrit Pellet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une professeure israélienne, prix Sakharov du Parlement européen, c'est une personnalité extraordinaire, marraine du tribunal avec Leïla Chaït. Lorsqu'on a lancé le tribunal, c'était elles qui ont signé les lettres pour dire on lance le tribunal, c'était Nourrit et Leïla. Et elle a perdu son fils. Sa fille. Oui, elle a perdu Elle a perdu sa fille de
l'histoire. un suicide palestinien, mais ça n'a pas détourné de son... Non, elle co-préside une association des mères, des enfants qui ont été victimes des attentats. Elle dit textuellement à Rome, lorsqu'on était dans une réunion comme celle-ci, 130 personnes aussi, c'était pour le tribunal, elle dit il n'y a aucun sens à vouloir ou croire pouvoir faire la distinction entre financement destiné à Israël et ceux qui iraient dans les territoires occupés et les colonies, dans la mesure où, avec l'extension des colonies de ces dernières années, tous les circuits financiers, commerciaux, culturels, universitaires israéliens sont impliqués dans l'occupation de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem. Je vous dis cette phrase parce qu'on est souvent, nous sommes en train de discuter, oui, mais on va faire le boycott uniquement sur les produits des colonies. Aujourd'hui, exactement comme pendant la lutte contre l'apartheid, en Afrique du Sud, il faut avoir la capacité de faire des modifications d'une vision de société, des moments où on mène ses actions. Et je pense qu'en effet, il est temps. Il est temps d'autant plus que, eh bien, Roger Waters, dont vous parlez tout à l'heure, a lancé un appel pour que les artistes n'aillent plus en Israël. Il n'a pas dit n'allez pas dans les colonies, il a dit n'allez plus en Israël. Et il se fait que des artistes commencent, britanniques, hollandais, tout récemment, cette année-ci, ce mois-ci, ont refusé d'aller faire une prestation sur l'appel de Roger Waters. Je veux dire aussi que vous avez des universités de plus en plus nombreuses. L'université de Sydney, en Australie, l'université de Berkeley, en Californie, l'université... Alors, les profs de l'Asian American Studies, qui sont vraiment des académiciens, tous ces gens aujourd'hui appellent au boycott d'Israël. Ils n'appellent plus au boycott des produits des colonies, ils appellent au boycott d'Israël. Et puis vous avez un éminent professeur, vous le connaissez, c'est Stephen Hawking. Lui aussi, il a officiellement une position pour soutenir le boycott d'Israël aujourd'hui en disant il est temps, on ne peut plus attendre, il s'agit maintenant de la sauvegarde d'un peuple et de ses droits. Et puis, vous avez non seulement la Commission eu des prises de position, mais vous avez des effets absolument remarquables. Je saute pour ne pas prendre tout le temps, mais quand vous savez que le gouvernement roumain, lui, a déjà suspendu l'envoi de ces travailleurs en Israël et à Jérusalem, en disant qu'il n'était pas sûr que ces travailleurs ne soient pas utilisés dans la Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le gouvernement roumain. Alors, je vous dis. Je sais, mais ici le gouvernement roumain est capable de le faire, excusez-moi. Peut-être plus autonome que les autres. La United Church of Canada a annoncé le boycott, il vient d'annoncer le boycott des produits qui viennent des colonies. Les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, vous connaissez, ça existe ici, c'est l'Organisation internationale en réunion a décidé de joindre le BDS. Le Council of Native American and Indigenous, vous savez, il y avait un membre de notre tribunal américain qui était membre du Council, ils ont pris une option et ils ont eux décidé de se joindre au boycott académique contre Israël. Le syndicat hollandais, 350 000 membres, c'est l'ABVA Cabo. Eh bien, ce syndicat, lui, il a décidé il avait comme garde de sécurité G4S, il les a virés au motif qu'ils sont dans les checkpoints israéliens. Et récemment encore, c'est quand même important de vous dire, c'est que en Allemagne, vous avez maintenant deux des plus grosses organisations allemandes en termes de membres, même chez Pax Christi, vous connaissez ça, en France aussi ça existe, mais il se fait qu'en Allemagne, c'est la plus grosse organisation. Mais Pax Christi, eh bien, c'est des gens qui, à l'époque de l'apartheid, étaient extrêmement actifs et viennent eux aussi de rejoindre le boycott sur les armements.